et bienvenue à tous à ce tout premier numéro d'Objectif 2023. Objectif 2023 est une émission qui vous permet de cerner toutes les questions de fond en comble liées aux élections en République démocratique du Congo. Et pour ces numéros, je reçois pour vous les députés nationaux élus de la FUNA et de 12 personnalités qui ont initié les consultations en vue des réformes électorales. Je dis bien le député national Patrick Mouyaya, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Cléopâtre. Comment allez-vous? Très bien, merci. En très peu de mots, que peut-on retenir de vous? Je suis député national depuis 2011, j'étais le plus jeune à l'époque. Aujourd'hui, je suis parmi les plus vieux. J'ai fait le métier que vous faites. Je crois que je le regrette un peu parce que c'est très, très passionnant d'avoir ces rôles d'observateur, de regarder la société de bas en haut. Mais je considère que là où je suis, j'ai fait la continuité du métier, mais cette fois-ci dans la prise de décision. Vous l'avez fait autrement? Je l'ai fait autrement parce que vous savez, le journaliste sévit de la collecte, du traitement et de la diffusion d'informations pour rester dans la définition classique. Mais les députés, c'est aussi celui qui collecte des informations de la communauté et qui vient les transformer en loi. Et donc, les points de départ est plus ou moins le même parce que nous avons tous le souci de peindre la société, nous de la changer et vous de nous indiquer où est-ce que nous devons le changer. Bienvenue une fois de plus dans Objectif 2023. Merci, je suis heureux d'être le premier invité. Merci. J'aimerais savoir de qui est venue cette idée, donc parmi les 12 personnalités, d'abord 13, comment vous êtes retrouvés pour vous arranger en tout cas par rapport... Non, je crois qu'il y a une dynamique qui est née. Je crois que c'est l'honorable Claudel qui est très souvent très alerte sur ces sujets. Nous avons fait une première expérience en termes d'appels collectifs de ce genre, mais très peu de gens l'avaient peut-être observé parce que nous tous, on était un peu noyés dans le corona. Nous avions commencé une initiative à 4. Il y avait l'honorable Claudel, l'honorable Mounoubo et l'honorable sénatrice Francine Muyumba, où nous avons eu à travers plusieurs communiqués, invité les gouvernements à agir très vite pour contrer la propagation du virus. Et nous avons obtenu plusieurs choses, notamment, je ne dirais pas que les confinements de Kinshasa étaient l'une de nos œuvres, mais tout au moins de mesures sociales qui devaient encadrer cette période de confinement. Je crois que nous avons, à partir de ce moment-là, développé de canaux de communication qui font qu'au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos clivages, lorsqu'il y a des questions sociétales qui se posent et qui requièrent une implication ou une plus grande mobilisation, nous nous mettons ensemble. Et donc, dans le cas de cet appel que nous avons lancé le 11 juillet, c'était plus ou moins la même chose, mais cette fois-ci, nous avons voulu qu'il soit plus fédérateur avec plus d'individus. Bon, il y en a beaucoup qui ont été contactés, mais beaucoup n'ont pas eu le courage de venir avec nous. Mais parce que l'idée derrière, c'était simplement de nous dire on ne peut pas rester inactif face à de telles divisions, face à de telles situations qui font qu'aujourd'hui, le pays semble divisé alors que nous sommes à 3 ans des élections. Et donc, nous, on a estimé que nous devions faire cet appel à l'apaisement, que nous devions faire cet appel au consensus pour les réformes électorales 3 ans plus tôt. Et donc, nous sommes dans une démarche d'anticipation pour être sûr que 3 ans, nous avons eu le temps de bien circonscrire la nature de ces réformes, de bien nous préparer au plan de la planification budgétaire pour qu'en 2023, nous ne soyons pas surpris. Pour qu'en 2023, on ne risque pas de glisser comme nous avons glissé la dernière fois avec tous les morts qui s'en est suivi. Mais est-ce que vous comptez étendre ces groupes de 12 ou finalement vous resterez... Bon, je crois que c'est une option qui doit être élevée avec les autres. Nous étions 13 au départ, mais l'un de nous a été appelé à être candidat pour la présidence de la CENI, ce qui est incompatible. Je pense que dans les formats dans lesquels nous sommes, on essaie d'être opérationnel et je crois que pour l'essentiel, c'est que les autres puissent adhérer ou partager notre souci commun qui finalement, c'est de doter ce pays des réformes électorales qui nous permettent d'avoir un processus électoral crédible. Parce que vous savez que nous avons eu un événement majeur dans l'histoire politique de notre pays le 24 janvier 2019, l'alternance. Il faudrait bien que cette alternance est récente dans notre manière de procéder. Il faut éviter que les retards observés dans les élections passées
puisse l'être après avoir eu l'alternance, parce que l'alternance est censée porter et incarner les changements. C'est pour ça que nous voulons, nous, apporter notre contribution en tant que citoyen d'abord, même bien avant d'être député, en tant que citoyen, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on se réunisse, pour qu'on trouve des voies et moyens avec différents acteurs pour que nous puissions avoir ces consensus qui nous permettra d'aller aux élections dans la sérénité. Mais en gros, parlez-nous un peu de vos propositions que vous avez faites récemment. Alors, nous avons des propositions de 4 ordres. La première proposition concerne l'organisation même de la CENI, la loi organique de la CENI, celle qui fixe les modalités et le partage de responsabilités en son sein. Nous pensons que, comme le rapport de la CENI l'indique, parce qu'à chaque fin de cycle électoral, il y a un rapport qui est présenté. Il y en a un qui a été présenté à l'Assemblée, mais dont nous n'avons pas encore débattu. Et dans ces rapports, la CENI elle-même propose qu'on fasse des réformes. Nous pensons que si nous voulons faire des réformes qui nous permettent de garantir une plus grande indépendance de la CENI, nous devons revoir, par exemple, la quotité, la répartition. Vous ne pouvez pas vouloir avoir une CENI indépendante où vous avez 6 membres qui viennent de la majorité, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Ce n'est pas paritaire. Nous, dans le cadre des idées que nous proposons, nous voulons justement une composition paritaire. Et les personnes qui doivent être désignées dans cette CENI ne doivent pas être des militants ou des personnes qui ont occupé des responsabilités ou qui ont reçu des mandats des partis. Parce que lorsque moi, par exemple, Patrick Mouya et Assile Epalou me proposent pour aller à la CENI, je suis désolé, du fait de ma nature des députés nationaux, il y a beaucoup de doutes que je serai neutre ou que je serai indépendant vis-à-vis de mon parti. Et nous voulons justement arriver à interroger l'efficacité de la CENI pour que nous puissions doter la CENI d'un bureau qui soit équilibré et qui soit en mesure de donner du résultat en toute indépendance. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe, je dirais, constitutionnel, parce que il faut qu'on ait le courage de le dire. On a par exemple prévu de faire des élections locales depuis 2006, on ne l'a jamais fait parce que faire des élections locales suppose l'élection de plus de 11 000 personnes, alors que par exemple aujourd'hui nous avons du mal à payer les 780 députés provinciaux, vous suivez le débat, et il y a lieu de nous interroger si nous devons garder les élections locales sous cette forme-là ou nous devons les retoucher. Et les retoucher nous ramène à réviser la Constitution qui prévoit que nous organisions des élections dans les secteurs et dans toutes les entités territoriales décentralisées. Soit que nous levons l'option de faire un moratoire pour dire on ne les fera pas jusqu'à un certain moment, mais nous pensons qu'on peut le ramener au niveau du territoire, des districts et des communes, où on peut être sûr qu'on vote des gens à un échelon plus bas. Selon vous, c'est plus aisé de cette manière? Écoutez, c'est plus facile peut-être parce que les pays est déjà grand. Il ne faudrait pas qu'on complexifie davantage les choses, surtout que la perception que nous avons donnée ou que les gens ont de la politique, c'est y aller pour gagner de l'argent. Ce n'est pas toujours évident et les pays n'ont pas les ressources pour tenir et soutenir tout ça parce que techniquement, organiser ces élections, c'est très compliqué. En même temps, pour ce qui concerne la révision de la Constitution, nous pensons qu'un pays comme la République démocratique du Congo, le président est élu aux 2 tours. Il faut qu'on refasse un scrutin présidentiel à 2 tours parce que il faut qu'on donne suffisamment de légitimité au président qui est élu, ça veut dire suffisamment de confiance de la population pour qu'il porte la vision et pour qu'il travaille effectivement à changer le pays. Je vous donne un exemple. Le président Tshisekedi a été élu avec 7 millions de voix, si ma mémoire est bonne. On dit qu'au Congo, c'est 80 millions d'individus. Vous voyez qu'il a été élu par moins d'un dixième de la population, ce qui peut poser à certains égards un problème de légitimité. Nous voulons donc recourir aux deux tours parce que les 2 tours offrent l'avantage de voter d'abord pour les cœurs, ensuite de voter pour la raison. Je m'explique. Lorsque nous allons aux élections au premier tour, c'est les cœurs qui votent. Vous dites, ah, monsieur Ligodi, je l'aime beaucoup, Parfois, c'est par rapport aux appartenances. Oui, mais justement, le vote au premier tour, et les analystes le disent, il est un peu subjectif. Je vote pour celui qui met les plus proches. Mais au second tour, parce qu'il y a 2 individus, on y met la raison parce que
vous avez la possibilité de décider sur celui qui a une vision la meilleure ou pas. Et donc, nous pensons qu'il faut qu'on le fasse. Et ensuite, tout ceci aura une incidence sur la loi électorale. Et dans la loi électorale, nous voulons nous proposer de mettre un terme à cette histoire de députés suppléants qui sont femmes, épouses, enfants des députés, parce que finalement, ça dénature même le sens de la politique qui est un métier qui vous réunit en fonction des idées, non pas par des filiations. On n'a rien contre les enfants et les pères qui font de la politique, mais il faut qu'il y ait un peu de morale de ces points de vue-là pour que les députés ne se fassent pas remplacer par leurs épouses ou par leurs enfants. Ce n'est pas une affaire familiale, c'est une affaire du pays. Nous voulons aussi, dans le cas de cette loi électorale, nous interroger sur l'efficacité des mesures, des systèmes comme le système proportionnel, les systèmes à seuil. Et dans notre approche, nous sommes dans une approche des discussions. Ça veut dire que nous avons relevé un certain nombre de points que nous discuterons avec les différentes parties prenantes que nous avons bien identifiées. Et ensemble, nous pourrons dégager les points de divergence, y travailler et ressortir le point de convergence, les consolider. Et donc, l'autre axe, c'est l'axe de la programmation financière. Parce que vous savez que les élections coûtent très cher dans ce pays. En 2006, c'est la communauté internationale qui l'a financé, c'était autour de 700 millions. En 2011, autour de 800 millions. D'ailleurs, la République continue encore de payer des dettes. Et aux dernières élections, à peu près 900 millions. C'est énorme. Mais les élections coûtent cher, y compris parce que nous les faisons en retard. On les prépare la veille. Nous sommes dans une démarche d'anticipation. Nous voulons être en mesure de connaître les coûts des élections. Et si on anticipait, vous pensez que ça serait moins coûteux? Ce serait moins coûteux parce que ça nous éviterait des... Vous savez, madame, je ne sais pas si c'était le cas pour vous ou pas, mais nous, quand on était étudiants, malheureusement, on étudiait mieux que la veille. Et parfois, vous vous retrouviez avec d'abondantes notes, vous aviez du mal à dormir la nuit et finalement, le matin, vous n'avez pas bien dormi, vous avez du mal à vous concentrer pour bien faire votre examen. Vous voyez? Et donc, nous, on veut éviter cela. On veut que nous puissions être en mesure aujourd'hui, à la fin, par exemple, de l'année 2020, on sait que nos élections vont nous coûter tel montant parce que lorsque vous commandez, par exemple, des machines à voter ou, je prends un exemple comme ça, du matériel pour les élections, il faut de la procédure. Il faut un appel d'offres. Et les appels d'offres internationaux à un certain niveau, ça vous demande 3-4 mois. Il y a des délais incompressibles qu'il faut observer. Et lorsque vous voulez outrepasser ça, c'est là que viennent les risques de corruption. C'est là que viennent les risques de compromission. Donc nous voulons être sûrs que si nous arrivons à planifier l'organisation des élections plus tôt, nous serons en mesure de prévenir tout ça. Cette planification, selon vous, devrait débuter quand? Maintenant. C'est pour ça que justement, 3 ans avant les élections, nous voulons recentrer les débats politiques autour de la question des réformes. Il faut qu'on lève les options. Il faut que tous les intervenants puissent se dire, voilà, quel est les plus petits communs multiples. Vous savez, au Congo, d'expérience, on est incapable de nous unir même à objectifs communs. Mais pour ce qui concerne les élections, parce que c'est les élections qui font partie de la génétique, des lois de la génétique, c'est elles qui enfantent des leaders, c'est elles qui enfantent les personnes qui doivent gérer le pays. Pour ces élections-là, nous devons être sûrs que nous nous sommes mis d'accord sur les réformes qu'il faut faire. On se concentre, on les évacue, on fait une planification budgétaire. Et puis nous d'ailleurs, dans les cadres de notre démarche, nous proposons la création d'un compte d'affectation spéciale élection, un compte que ne bougera pas. Qui sera géré par qui? Le gouvernement, bien sûr, parce que c'est le gouvernement qui a la charge de la gestion de toutes ces questions. On y mettrait du budget annuellement pour être sûr que le moment venu, nous disposons des ressources propres pour faire nos élections. 60 ans après l'indépendance, il faut bien qu'on les fasse nous-mêmes. Alors, vous avez parlé de 4 axes prioritaires, mais j'aimerais savoir, parmi ces axes, les plus urgents. Tout est urgent, mais il faut qu'on mette de la méthode. Il faut commencer par le commencement. Le point de départ, c'est de faire le rapport. C'est que l'Assemblée, le rapport a été déposé depuis octobre 2019. On n'a jamais eu le temps de l'aborder. Il faut qu'on discute du rapport de la CENI. Et la première conséquence ici, c'est de faire la révision de la loi organique, la loi qui organise, parce qu'il faut désigner des nouveaux animateurs qui seront les remplaçants de l'équipe sortante, parce que vous savez que l'équipe du président Nanga a déjà
Son mandat s'est déjà terminé, ils n'ont plus la légitimité pour engager la CENI. Et donc, il faut arriver à vider cette question et que par la suite, il faut lever un certain nombre d'options. De notre réunion technique avec le président Nangai, il nous a dit qu'il y avait 12 textes qui doivent être retouchés. Peut-être qu'on ne les fera pas tous, peut-être que ça prendra du temps, mais il faut qu'on soit en mesure, dans un cadre, dans un élan consensuel entre toutes les parties prenantes, de lever des options sur ce que nous pouvons faire comme essentiel et voir dans quelle mesure on va continuer. Alors, juste après le 11 juillet dernier, après votre sortie médiatique, vous avez entamé des consultations. À ce stade, quel bilan faites-vous? Bon, à ce stade, nous sommes plutôt contents de voir que nous avons rencontré des personnes qui partagent le souci qui est les nôtres. Et je suis heureux vraiment de constater que tout le monde aujourd'hui, même ceux qui paraissent être les plus critiques, sont pour des réformes. Et que les divergences peuvent porter peut-être sur les cadres d'abord, ensuite sur les contenus même des réformes. Mais les principes de réforme, tout le monde est d'accord. Parce que nous, le travail que nous faisons est un travail que nous nous sommes donné nous-mêmes de manière bénévole parce que nous pensons que 60 ans après l'indépendance, nous devons être capables de sursaut, de dépassement, de transcendance de nos limites politiques pour penser pays. Et nous avons commencé à discuter de cette question avec la première institution du pays, le président de la République, le Premier ministre, le président de la CENI. Nous attendons que les présidents de chambre reviennent des vacances pour que nous puissions discuter avec eux. Mais nous avons en même temps eu de contacts importants avec la société civile, avec certains leaders politiques, notamment le président Jean-Pierre Bemba du MLC. Et tout le monde partage le souci que nos élections qui viennent doivent être différentes. Mais le FCC s'est montré plutôt réticent par rapport à votre initiative. Que pensez-vous faire? Réticent sur quel plan, madame? Non, par rapport à vos propositions. Non, il faut bien suivre la position du FCC parce que moi, je rigole lorsque les gens pensent que nous, on est opposés au FCC. Nous ne sommes pas opposés au FCC parce que le FCC parle de réformes, oui ou non? Ils sont pour les réformes, oui ou non? Parce que moi, je ne voudrais pas rentrer dans des considérations de polémique parce qu'il y a une dimension, de polémique dans ce qui est dit. Mais fondamentalement, moi, je n'ai pas entendu les FCC se prononcer contre Et qu'est-ce que vous avez entendu? Contre l'idée des réformes. Qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu des gens parler de dialogue pour un partage de pouvoir. Et hier, Magnarich y a bien répondu. Nous ne sommes pas dans des polémiques stériles, périphériques, parce que partager le pouvoir rimerait à quoi? Quel est le pouvoir que nous avons aujourd'hui pour que l'on partage le pouvoir? Le pouvoir, s'il faut parler en termes de partage, a déjà été partagé entre les FCC et les CACH et nous voyons comment ils se déchirent pour le gérer. Et qui a envie d'aller mettre la main là-bas pour qu'on commence à partager les beefsteaks qui paraissent déjà trop petits? Alors ici, madame, nous sommes dans une dynamique d'apaisement, nous sommes dans une dynamique de transcendance. Donc tous les aspects qui pour nous relèvent de la polémique ne sont pas à en prendre en compte. Les FCC parlent d'un dialogue dans les institutions, d'un débat dans les institutions, et nous ne sommes pas opposés. Parce que vous savez comment s'élabore une loi. Les lois ne s'élaborent pas au Parlement. Les lois s'élaborent, vous prenez le pouls de la population et vous allez codifier cela au niveau du Parlement. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-là parce que nous sommes dans une première étape où nous collectons les avis des parties prenantes. Vous savez qu'au sein de notre groupe, nous cumulons plus de 60 années d'expérience parlementaire. S'il faut additionner l'expérience des honorables Lokondo, Sesanga, Lubaya, Mouyaya, Moukoko et les autres, nous dépassons les 60 ans. Et nous sommes parmi les députés les plus actifs depuis que nous sommes élus, ça fait 10 ans. Et donc nous, plus que tout le monde, nous connaissons le sens du débat au niveau du Parlement. Donc la position du FCC ne vous dérange en rien? Non, pas du tout. Ce n'est pas une position qui nous dérange, c'est une posture politique qui n'écarte en rien leur volonté
de faire des réformes électorales. J'aurais bien voulu que vous puissiez leur poser la question s'ils sont pour ou contre les réformes, et la réponse à cette question me conforterait dans ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, madame, on ne peut pas construire dans la polémique. On ne peut pas construire dans la diabolisation. On ne peut pas construire dans la division. Je sais que notre initiative peut déranger certains parce que nous nous invitons dans un débat où on ne devait pas être invité. Mais nous le faisons au nom de la transcendance parce que nous sommes des députés. Nous avons vécu la session de mars qui a été très agitée. Nous n'avons pas pu siéger dans la sérénité. Nous avons vu qu'il y a même un des collègues qui est mort sous cette pression-là. Nous, on ne peut pas rester insensible quand on voit des milliers de compatriotes et même du parti présidentiel déferler les rues après l'enterrement de Ronsard. On ne peut pas imaginer que, on ne peut pas rester insensible au fait de voir le président Bemba et les amis de la Mouka déferler les rues de CLC. C'est des voix de Congolais qui méritent d'être entendues. On est député national, y compris pour ceux qui n'ont pas voté pour nous. C'est des voix que nous devons prendre en compte si nous voulons faire un débat sur les réformes électorales dans la sérénité. Et c'est le Mais pourquoi ne pas attendre la rentrée parlementaire pour débattre de ces questions? Non, mais les questions là seront débattues à la rentrée parlementaire quand nous aurons amené, nous, des propositions de loi, des propositions concrètes. Nous sommes dans une phase de collecte d'idées où nous voulons, avec les parties prenantes, nous mettre d'accord sur l'idée des réformes d'abord, pour commencer, mais ensuite essayer d'aller dans les contenus pour savoir quels sont les points de convergence, le point de divergence, voir comment les idées, et que par la suite, faire des propositions qui pourront déjà avoir recueilli en amont l'assentiment populaire. Parce que les lois qui sont faites, c'est les lois pour la République, ce sont les lois d'arbitrage. Vous savez, madame, lorsque l'on vicie le mode d'accès au pouvoir, on vicie directement le mode d'action de ceux qui en sortiront. Donc, il est important qu'après avoir eu l'alternance, pour cette année des 60 ans d'indépendance, que nous puissions être différents, que nous puissions être en mesure de transcender tout ce que nous avons comme considération partisane, comme considération tribale et qu'importe, pour que le pays puisse gagner. Le pays gagnerait si nous faisons des réformes qui prennent compte des avis de tout le monde. Les palais du peuple demeurera ces symboles, ces temples de la démocratie, comme je l'ai si bien baptisé à l'époque, où tous les Congolais seront sûrs que leur voix sera entendue et leur voix sera prise en compte. Et pour y transcender, il faudrait passer par les propositions que vous avez faites. C'est un exemple, parce que vous savez, les Congos, moi, je ne pense même pas qu'il devait y avoir d'opposition dans ce pays, parce que les plus grands malheurs qui nous guettent, c'est la pauvreté. L'opposition que nous avons ici, c'est une opposition des façades, parce que les acteurs politiques... Des façades? Oui, parce que les acteurs politiques, nous, dans la plupart des cas, nous sommes dans des querelles de positionnement individuel, et très souvent, nous ne regardons pas le peuple. Moi, je dis souvent que le Congo, c'est la culture qui est mauvaise. De quelle manière? Nous ne pouvons pas, après 60 ans, reproduire les mêmes comportements et penser obtenir des résultats différents. L'ADN de l'homme politique congolais n'a jamais changé. L'homme politique congolais friand de gloire et d'honneur. Hein, l'homme politique congolais, vous savez, on a les djalelo, toutes ces pratiques que nous connaissons. C'est pas ce qui s'est fait ailleurs? Ça s'est fait seulement ici au Congo? Ailleurs, non. Je ne voudrais pas parler des autres parce que les autres avancent beaucoup plus vite que nous. Nous sommes toujours les derniers. Malgré tout le potentiel qu'on nous chante depuis qu'on est enfant, pays riche, immensément riche et tout ça, je ne crois pas que la richesse est abstraite. La richesse n'est pas dans le potentiel, la richesse est matérielle. Et cette richesse, nous ne l'avons pas encore construite à cause de notre égoïsme, nous les politiques. Il faut que maintenant, on soit en mesure de nous dépasser. Pourquoi d'ailleurs, nous, on fait ces débats électoraux vite et on veut le vider? Mais parce que nous sommes presque à 2 ans depuis l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Dites-moi, qu'est-ce qui a été fait de substantiel? Pas encore, parce que nous sommes encore dans des querelles de forme. FCC cash, on se bat le matin, on se bat à midi, on se bat le soir. Mais ce n'est pas de cette manière-là que nous allons construire. Nous apportons avec cette initiative bouffée d'oxygène à tous les camps. Au moins, il y a des compatriotes qui ont pu transcender, qui ont pu faire un travail indépendant pour aider le pays. Quand on aura fini à analyser les questions clivantes liées aux élections, les FCC et les cash pourront trouver un accord comme ils en ont et voir comment progresser calmement dans le travail du développement du pays. C'est cela le travail le plus important.
C'est pas la polémique, c'est pas les diatribes, c'est pas la diabolisation qui va conduire ces pays au changement. La présidente de l'Assemblée nationale, Madame Jeannine Mabunda, dans son message de clôture de la session de mars, a demandé à d'autres corps constitués de proposer leurs candidats membres au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Comment avez-vous perçu cela? Bon, écoutez, nous ne sommes pas dans un débat d'individus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord le principe. Et les principes veulent d'abord que nous puissions vider les rapports des exécutions de la CENI, on vide ces rapports, et que par la suite, on dégage les conséquences. La question des individus, nous pouvons les traiter plus tard, mais il faut d'abord que nous puissions vider ces rapports, que nous soyons en mesure de tirer les conséquences et de voir comment on va choisir des nouveaux dirigeants qui reflètent la volonté exprimée par tous de reformer les structures. Mais selon vous, ce n'était pas un bras de fer? Écoutez, nous avons vu ce qui est advenu sur le cas de Ronsard, qui a été entériné par l'Assemblée, mais qui n'a pas été investi par le président. On verra la suite. Nous pensons qu'il ne devrait pas y avoir d'empressement sur les choix des individus, dès lors que nous avons des préalables à remplir que nous n'avons pas remplis. Il faut qu'on arrive à vider les rapports de la CENI, on vide les rapports, on lève le principe de réforme. Si ce sera Ronsard qui viendra après ou les autres qui viendront après, le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est d'abord le principe. Alors, dans vos propositions, vous avez parlé notamment du second tour. Pensez-vous que cela va résoudre le problème? Ça résoudra le problème en termes de légitimité. Nous aurons un président qui sera revêtu d'un mandat populaire sûr, qui ne sera pas contesté, parce que quand vous êtes élu au premier degré au scrutin à un tour, vous ne dépassez même pas les 50% d'une population qui est estimée à 80 millions. Nous pensons que nous créerons en ce moment-là des blocs politiques qui seront plus homogènes, qui seront en mesure de mieux porter les aspirations du peuple. Alors, j'entends dire les gens avoir des inquiétudes, dire bon, la sécurité et tout ça, mais toutes ces choses-là n'arrivent que parce que les individus, certains veulent instrumentaliser cela, parce qu'on est mauvais perdant. Mais par rapport aux violences orchestrées en 2006, ça vous dit? Mais il y a eu des violences en 2006, il y en a eu en 2011, il y en a eu en 2018. Pas dans la même proportion, mais cette violence est due plus aux individus qu'à l'organisation des élections au second tour. Si nous avons des acteurs politiques qui sont patriotes et qui sont toujours responsables face à des situations de ce genre-là, on va lancer des appels au calme, on va lancer l'appel à respecter les résultats et ça va avancer. Pour éviter cela, c'est pour ça qu'il est nécessaire que nous ayons une CENI sur laquelle ne pèsera pas de soupçon de favoritisme pour l'un ou l'autre camp. Il faudrait que les procédures, que les scrutins soient transparents, de sorte que celui qui gagne soit véritablement celui qui a gagné. Et que celui qui perdra en ce moment-là accepte les résultats. Comme cela se passe dans d'autres pays africains. Je ne citerai pas le Ghana, la Côte d'Ivoire, mais c'est des pays où ils sont habitués à des passages. Mais en Afrique, c'est très rare que les perdants acceptent. C'est une très mauvaise culture. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut nous briser pour nous reconstruire. Parce qu'on ne peut pas, après 60 ans, nous tous faire les bilans de l'indépendance et continuer à considérer que c'est la faute aux Blancs, c'est la faute aux autres, lorsque nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de nous mettre à la hauteur des enjeux de nos pays respectifs. Moi, je ne veux pas appartenir à une génération de politiques qui se plaignent. Moi, je veux appartenir à une génération de politiques qui portent les renouveaux. Mais la question à détour, est-ce que vous avez pensé au financement? Les problèmes de financement ne se posent pas lorsque les choses sont bien planifiées. C'est pour ça que nous voulons les faire maintenant, parce que nous croyons que le Congo a le potentiel de financer les élections. Madame, vous savez quel est le prix de la confiance? Quelqu'un peut évaluer les prix de la confiance des dirigeants, de peuple envers les dirigeants. Sans la confiance du peuple, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez être au pouvoir 1000 ans, mais si le peuple ne vous fait pas confiance, vous n'avancerez pas. Parce que l'œuvre de la construction d'un pays, ce n'est pas une œuvre que vous portez vous-même, c'est une œuvre que vous portez de manière collective. Vous avez proposé également la suppression de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. C'est des pistes, des réflexions. Nous ne sommes pas dans des idées qui sont totalement fines. Non, on a regardé l'efficacité parce que l'Assemblée plénière devait être en mesure de servir de contrôle
de contrôleurs à ce qui se passait au bureau, mais ce n'est pas ce qu'on a remarqué dans la réalité. C'est une proposition que l'on a soumise aux parties prenantes et ce sera aux parties prenantes le moment venu d'élever les options et nous verrons quelles seront les options qui seront retenues par la frange majoritaire et nous ferons des propositions en ce moment-là. Alors, nous sommes à un mois de la session de septembre. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire à ce stade? Nous allons poursuivre nos consultations. Nous attendons les retours du président Fayulu Muzito, entre autres. Nous devons rencontrer le cardinal et d'autres acteurs de premier plan. Nous attendons le retour de la présidente Mabunda, du président du Sénat, pour que nous puissions à leur tour discuter avec eux du sens de notre démarche, du sens de nos idées, parce que c'est au niveau du Parlement que toutes ces choses seront codifiées. Et donc, c'est au terme de ces échanges que nous vous ferons le rapport de ce que nous aurons eu comme éléments et de ce que nous, on aura dégagé comme point de divergence, bien sûr en accord avec toutes les parties prenantes avec lesquelles nous allons discuter, y compris la société civile, pour être sûr que nous avons un agenda commun. Hein, c'est le terme qui nous a été dit hier au cadre de concertation nationale, un agenda citoyen commun qui nous permet d'orienter les réformes électorales qui doivent être faites. Nous les souhaitons à partir du mois de septembre parce que si nous ne les faisons pas en septembre, c'est risquer de perdre les délais constitutionnels. Mais au-delà des institutions, des leaders des partis politiques, est-ce que vous pensez aussi rencontrer la population à travers des meetings? Nous avons rencontré la société civile hier qui représente toutes les 26 provinces. Okay. Vous savez que nous sommes en période de Covid et que nous ne sommes pas encore en mesure de faire des rassemblements, mais bientôt, dès que les mesures seront levées, moi j'irai à la rencontre de mes électeurs de la FUNA. En tout cas, si ce ne sera pas une grande masse, mais tout au moins des petits groupes avec lesquels on va discuter, on va expliquer l'essence et la pertinence de notre démarche. Ça sera ma dernière question. Quel est l'avenir du groupe de 12 personnalités après cette action? Alors, nous, au niveau du G13, nous n'avons, comme nous l'avions dit, et je le répète, nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas un regroupement politique. Nous ne visons pas la conquête du pouvoir. Nous ne visons pas un dialogue qui vise à partager le pouvoir. Nous sommes une organisation qui s'est créée parce que nous avons vu le pays se diviser sur des questions qui devaient nous unir. Quand nous aurons fini cette mission, nous aurons en faire l'évaluation et chacun rejoindra son groupe politique respectif. Parce que ce que nous faisons, nous voulons le faire comme un exemple de transcendance, un exemple de sursaut, un exemple de patriotisme, un exemple de dépassement. Ce n'est que dans ces mots qu'on pourra être en mesure ensemble de reconstruire notre cher ego. Mais si le bilan il est positif, cela reviendrait à dire que vous pourriez continuer ensemble? Non, ça dépendra. On lèvera les options les moments venus, mais dès lors que nous sommes de l'opposition de la majorité de la société civile, on reprendra nos chapelles respectives. Et d'ailleurs, nous sommes déjà contents à mi-parcours de voir que les uns et les autres réagissent. Même s'il y en a qui réagissent mal, a priori, à notre initiative, mais il y a des réactions. Ça prouve qu'en septembre, au-delà des questions budgétaires qui seront abordées, les gens parleront élections et parleront réformes. Et j'espère que nous trouverons les bonnes formules pour nous permettre, 3 ans plus tôt, de savoir comment ces élections se passeront en 2023. Et c'est un motif de satisfaction pour vous? Pas du tout, parce que nous savons que la tâche est encore grande, mais c'est déjà bien de voir que les gens ne sont plus à l'extrême. C'est déjà bien de voir que les gens ne se battent plus et qu'on commence à se refocaliser sur l'essentiel. C'est bien le sens de l'apaisement que nous voulions. Voilà, cette émission est terminée. Un mot de la fin? Merci à vous et j'espère que nous serons de retour régulièrement dans Objectif 2023 pour éclairer les téléspectateurs, mais aussi les lecteurs d'actualité.cd. Nous avons porté cette initiative par pur patriotisme et par souci que le Congo gagne. J'espère que dans les jours qui viendront, beaucoup nous joindront tout au moins dans la philosophie pour que nous puissions être sûrs que nos énergies ont été réunies pour que nous puissions gagner ensemble. Voilà, Objectif 2023 a pris fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.